donc on est très content de vous accueillir. J'espère que vous êtes bien réveillés pour parler TRI, taux directeur, gestion d'actifs. Non, on va essayer d'être le plus clair possible. Les banques, ce n'était pas forcément le premier acteur à inviter quand on parle ZAN. D'ailleurs, voilà, c'est au bout d'un an qu'on vous invite après avoir fait venir des acteurs qui sont plutôt dans le champ de l'urbanisme. Et pour autant, il y a plusieurs intervenants des petits-déj du Parlant ZAN qui ont évoqué ces enjeux liés au secteur bancaire. Vincent Bourget, le premier qu'on a invité de la FFB, il a directement témoigné de comment les durcissements des conditions au crédit, ça a impacté très fortement leurs activités. Patricia Dudonné aussi, qui est présidente de l'Aura HLM, qui montrait comment les différences de financement entre de la construction neuve de logements sociaux et la rénovation, ça faisait des grosses différences dans les montages financiers, et notamment le fait qu'ils aient beaucoup plus besoin d'utiliser leurs fonds propres pour faire de la rénovation lourde. Elle évoquait de manière aussi plus indirecte les difficultés grandissantes à obtenir les garanties décennales et des assurances pour des projets en rénovation. Et en fait, de fait, la crise immobilière actuelle, ça montre à quel point les conditions d'obtention de crédit, elles ont très fortement impacté toute la chaîne de la construction, parce que comme la construction et la rénovation passent largement par le crédit, que ce soit pour les particuliers ou pour les opérateurs, quand il y a une baisse des taux d'intérêt et des durcissements d'accès au crédit, ça impacte très fortement toute la chaîne de construction et de rénovation. Ce n'est pas la seule cause de la crise immobilière actuelle, évidemment, mais ça en est une importante, donc c'est pour ça que ça nous paraissait intéressant de l'interroger. Et au-delà de la crise actuelle, le changement de modèle dont vient de parler Emmanuel, on voit que ça impacte aussi ces conditions de financement, parce qu'on va avoir des risques qui sont plus importants sur les opérations en renouvellement, en rénovation, qui peuvent générer des surcoûts, des procédures qui sont beaucoup moins standardisées. Donc on est sur du plus risqué, du plus incertain, et en même temps des besoins de financement qui vont être plus importants, ne serait-ce parce que comme on agit sur du bâti existant, il est plus cher, que ce soit en termes de foncier ou en termes d'immobilier. Et donc du coup, on va avoir des besoins de financement. Donc on voit que la sobriété foncière, ça interroge aussi le secteur bancaire dans sa capacité d'accorder des crédits sur des opérations qui vont être plus incertaines, plus risquées, peut-être sur des temps aussi plus longs. Voilà. Et enfin, dernier sujet, peut-être un peu moins directement, mais on parle beaucoup de financiarisation de la ville en ce moment, notamment avec 2 livres qui sont sortis, un qui est derrière moi, L'Empire urbain de la finance, par Antoine Gironnet et Ludovic Albert, qui est sorti il y a quelques années, et un autre livre qui vient de sortir, Immobilier hors sol, comment la finance s'empare de nos villes, de Marine Duros. Ces livres, ils décrivent plus directement la place de plus en plus prégnante des gestionnaires d'actifs dans nos villes. Donc ces acteurs qui utilisent, pour le dire un peu vite, les sous qui sont sur les marchés financiers pour acheter des biens et avoir des produits donc de louer des biens immobiliers ou de les revendre avec de la plus-value et qui passent pas par des investisseurs qu'on connaît ou des propriétaires plus classiques. En France, ces acteurs, ils sont principalement présents dans les métropoles et dans le secteur de l'immobilier d'entreprise, donc plutôt du tertiaire, du commerce, mais ils viennent et ils s'intéressent de plus en plus au secteur du logement. Donc voilà, ça nous pose des questions. Peut-être un seul chiffre pour vous situer ça. Il est estimé que les gestionnaires d'actifs, ils ont entre 350 et 420 milliards d'euros d'immobilier en France. Donc voilà, on est sur des sommes qui sont des afflux financiers qui sont très très importants et qui nous posent question. On s'éloigne un peu du secteur bancaire pur, mais pour autant ça nous paraissait aussi intéressant d'évoquer ce sujet-là. Voilà, donc autant de raisons pour lesquelles il nous paraissait vraiment pertinent d'avoir un acteur bancaire à nos petits-déj du Parlant ZAN pour mieux connaître ce secteur bancaire qui est peut-être plus éloigné de nos pratiques d'urbanistes quotidiennes, pour connaître vos contraintes et vos leviers propres. Et pour évoquer des pistes de financement à la sobriété foncière dont on voit qu'ils vont être un des leviers pour atteindre cet objectif zéro artificialisation nette en 2050. Voilà, donc je vais d'abord vous laisser vous présenter un peu plus en détail avant de vous poser quelques questions. Merci Manon. Bon, déjà, merci beaucoup de nous accueillir. Donc Nicolas Pigeon, Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes est une banque de plein exercice. Donc, ça veut dire quoi? Elle est autonome, elle a sa propre gouvernance. Elle fait partie des 39 caisses régionales qui couvrent le territoire français. C'est une banque universelle. Elle adresse tous les segments de clientèle, du particulier à l'entreprise aux collectivités publiques. C'est une banque mutualiste, c'est-à-dire que son conseil d'administration est élu par des administrateurs de caisses locales qui sont eux-mêmes élus par des sociétaires
qui sont issus de nos clients, chacun de nos clients pouvant devenir sociétaire assez rapidement. C'est une banque locale, son siège social, je dirais, juridique est à Grenoble, 2 sous-sièges, un à Valence pour la Drôme, un autre à Privas pour l'Ardèche, et nous adressons également une partie du sud-est lyonnais. Nous ne pouvons nous développer que sur notre jardin. Donc ça crée une responsabilité toute particulière au territoire, ce qui fait que nous sommes parfois considérés, en partie à tort d'ailleurs, comme un service public, mais grande responsabilité, qui justifie d'ailleurs peut-être que je sois avec vous ce matin. Pour ma part, je m'occupe d'un périmètre qui s'appelle le Centre d'affaires développement du territoire, donc bien nommé développement du territoire, dans lequel il y a à la fois les activités de financement des professionnels de l'immobilier, dont je vois certains d'entre vous, ceux dont l'immobilier est le métier, hein, que ce soit le promoteur, mais aussi le marchand de biens, l'investisseur institutionnel de territoire, bon bref, les activités de financement des collectivités publiques et du logement social, et enfin des activités d'investissement strictement sur le territoire, sur, j'appellerais ça de l'accompagnement de l'aménagement du territoire sur des sujets immobiliers. Donc nous sommes investisseurs, un des rares investisseurs institutionnels qui soit cantonné sur un territoire donné. Voilà pour ma présentation. Merci. Et du coup, une première question, voilà, peut-être pour mieux connaître vos activités, vos problématiques, quelles sont les contraintes et les leviers propres au secteur bancaire dans vos activités immobilières, et surtout, quelle place y prend le ZAN récemment? Alors, en fait, le sujet immobilier, comment dire, dans la pyramide de Maslow, c'est la base. Donc, en fait, nous sommes banquiers et nous accompagnons nos clients. Donc, que ce soit l'entreprise qui doit construire son usine, que ce soit la collectivité qui doit construire son école ou développer son hôpital, et le particulier qui achète son logement, l'immobilier est absolument partout. Je dirais même que c'est une activité qui est absolument majeure dans la banque. Voilà. Donc, et d'ailleurs, notre caisse régionale s'est beaucoup développée, bien sûr, comme tous les acteurs, sur le financement de l'immobilier, sachant que le gros du marché d'une caisse régionale reste le marché des particuliers, hein, alors du particulier le plus modeste au particulier patrimonial, et que le développement du logement neuf, notamment, a porté beaucoup les activités de caisse régionale en crédit. Voilà. Donc, retenons, l'immobilier est partout. Maintenant, la banque, elle adresse tous les sujets, y compris des sujets économiques, etc. Et le sujet du ZAN est un sujet qui impacte l'économie de la production du logement, qui impacte par ricochet probablement la capacité qu'ont tout un chacun à pouvoir se payer de l'immobilier. Mais c'est pas le sujet en soi n'est pas adressé spécifiquement dans la banque. Il est adressé par ricochet sur la manière dont les acteurs de l'immobilier l'appréhendent et se transforment autour de cette problématique de ZAN. Voilà, voilà ce que je pourrais dire. Ok. Et sur le ZAN spécifiquement, vous ne le voyez pas venir directement, quoi. Alors, on le voit très très bien venir dans l'activité de nos clients parce qu'on voit bien que c'est totalement structurant de l'évolution des prix de l'immobilier. Hein. Fondamentalement, on voit pas comment l'immobilier neuf ou rénové pourrait être dans une tendance baissière à la production. Et voilà. Donc, si demain c'est toujours plus cher, et ça n'est allé que dans un sens, de produire de logements, ça a forcément des impacts sociétaux pour le coup. Hein, voilà. Donc, pour moi, le sujet ZAN, le sujet sobriété foncière nécessaire, a un impact direct sur le coût de la production du logement et donc a un impact direct sur la manière dont on a chacun d'entre nous de pouvoir ou non se loger. Et merci. Du coup, une deuxième question pour mieux appréhender, voilà, quels sont les enjeux financiers autour du ZAN. Donc, pour vous, c'est quoi qu'est-ce que vous voyez sur le secteur bancaire d'une ville qui se construit en ne consommant pas ou peu de foncier? On a un peu esquissé, mais... Alors, en fait, une ville qui consomme pas ou peu de foncier, c'est donc une ville qui... je ne veux pas utiliser cette formule bateau, mais grosso modo, qui doit rénover son patrimoine ou le démolir et le reconstruire. Voilà. Et on l'a un peu évoqué tout à l'heure, moi je constate que, et vous l'avez aussi évoqué dans l'introduction,
c'est une ville qui, par nature, capte beaucoup de fonds publics. Je mets fonds publics, je l'élargis, hein, parce que je prends par exemple des dispositifs gérés par Action Logement, hein, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, etc. Tous ces dispositifs qui ont, comment dirais-je, dirigé des fonds de manière massive à la reconversion de l'urbain. Ce n'est pas des fonds publics, puisque, en l'occurrence, Action Logement draine des fonds d'entreprise. Hein, d'accord ? Et là, il y a un sujet d'ailleurs intéressant, qui est la question de la solidarité et de la péréquation. Parce qu'en fait, on va avoir besoin dans nos villes de capter en fait, cette contribution de tous les acteurs, parce qu'effectivement, c'est générateur de beaucoup de financement. Et j'ai quelques exemples en tête. On est autour de table de SEM locales, Grenoble, Isère, c'est vrai, SEM d'aménagement, etc. Mais c'est également vrai dans la Drôme. Et je constate que les sujets qui sont des sujets de restructuration de centre-ville, souvent compliqués autour de l'habitat, ne fonctionnent que parce qu'il y a des proportions très significatives, très significatives de subventions. Voilà, je vais étendre le sujet de subventions. Et j'ai encore un exemple en tête, pas plus tard qu'hier, où finalement, le coût de construction produit pour remembrer, alors d'abord il faut remembrer, mais remembrer l'urbain, et ensuite le transformer en logement de qualité, on était sur des coûts de production à 4 000 €. Donc vous imaginez bien que si pour produire il faut 4 000 €, s'il n'y a pas un apport de subvention significatif, le modèle ne tourne pas. Hein. Et pourtant, il y a déjà dans cette configuration des fonds privés, c'est une SEM, des fonds publics et aussi des subventions. Donc je dirais que le gros, oui, je pense que la reconfiguration de la ville dans le cadre de la sobriété foncière est un sujet qui ne pourra pas s'affranchir du sujet subvention au sens très large. Se pose la question de où on va chercher ces subventions. Tout à fait. Et du coup, pour regarder comment répondre à ces enjeux, ce serait quoi pour vous des nouveaux outils ou des nouveaux modèles de financement pour cette ville qui consomme peu de foncier? Alors, clairement, le crédit classique, l'apport de capital dans les structures classiques ne fonctionnera pas. Je viens ne fonctionnera pas que. Hein. De toute façon, sur tous nos sujets de transition, on est sur des sujets d'hybridation. C'est ça toute la difficulté de la sidération dans laquelle on est. Hein. Les lapins dans les phares, c'est qu'on a tendance à vouloir construire sur la base de ce qu'on a fait avant. Et on est tous confrontés, très modestement, à devoir un petit peu oublier ce qu'on a fait avant pour refaire autrement. Voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est parfois compliqué. Donc, plusieurs sujets. Moi, je crois beaucoup, mais il y a quand même peu d'acteurs qui s'y investissent, à des sujets type SEM, où effectivement on vient dans une même structure agréger de la compétence privée, et notamment potentiellement de la compétence bancaire, mais dans lequel l'acteur public reste absolument majoritaire. Donc pourquoi ? Parce que c'est un moyen de créer des structures dans lesquelles d'abord on vient apporter des fonds propres, hein, qui sont des fonds propres partagés, et puis parce qu'il y a probablement un peu plus d'intelligence collective dans ces structures-là. Néanmoins, je le redis, ces structures, elles ne fonctionnent que quand elles vont aussi capter la subvention, je reviens là-dessus. Et donc, fondamentalement, et je n'ai pas la solution évidemment, mais probablement qu'il faut le dispositif type Action Logement où je viens mutualiser des fonds privés par un peu de cotisation supplémentaire, c'est des choses sur lesquelles les structures ont besoin. Voilà. Maintenant, il y a d'autres sujets qui sont importants, c'est-à-dire que faire du neuf avec du vieux impose d'autres modèles de garantie. Vous savez que le logement neuf est protégé pour l'acquéreur en France par l'intermédiaire d'une garantie financière d'achèvement. Cette garantie financière d'achèvement, elle fonctionne très très bien quand c'est du neuf. C'est quoi une garantie financière d'achèvement ? C'est une rassurance que produit un établissement bancaire pour l'acquéreur final qui dit si par hasard le promoteur est défaillant,
eh bien, votre logement sera achevé. Je ne rentre pas dans les détails de cette notion d'achèvement. Donc ça fonctionne bien sûr très bien pour le neuf, ça fonctionne moins bien pour le rénové. En tout cas, le rénové qui ne serait pas suffisamment structurellement rénové pour ne pas justifier de rentrer dans la catégorie du neuf. Donc la garantie en l'état futur de rénovation est un sujet qui n'est pas encore adressé par toutes les banques. Et aujourd'hui, par exemple, nous, il y a toute une frange de sujets qu'on ne sait pas garantir. Il y a des sujets assurantiels. J'anticipe peut-être sur d'autres questions. C'est-à-dire que il faut évidemment que la nature de cette rénovation soit suffisamment aboutie. On parlait de décennale tout à l'heure. De telle manière à ce que le particulier puisse être garanti dans du quasi neuf en matière de décennale, etc. etc. Donc, et ça, c'est plutôt bien adressé. Donc, il y a toujours trois volets. Le financement, les garanties de l'acquéreur et le garantie du bâti qui nécessite quelques évolutions. Et là, je n'embarque pas les sujets de garantie sur les sujets de risque de transition, parce qu'il y en a. C'est-à-dire que le régulateur, la Banque Centrale Européenne, invite toutes les banques à inviter les banques à identifier les risques de transition, et notamment le risque physique, la lézarde dans le mur, enfin ce dont vous entendez parler tous les jours, la question des impacts du réchauffement climatique. Et c'est un élément de transformation également de l'acteur financier que nous sommes, parce que nous allons devoir accompagner nos clients face à ce risque. Et comment on accompagne nos clients? En étant dans la prévention, c'est-à-dire au moment où il vient se présenter à nous et qu'il vient nous dire j'ai un projet immobilier, il est là. Il faut qu'on soit en capacité de lui dire là, attention, voilà comment on projette le risque. Et donc, ça a un impact sur la capacité qu'on aura à garantir les crédits, etc. Donc, c'est fortement impactant. Et puis, il y a le sujet assurantiel. Mais ça, vous l'avez bien compris. Dans quelle mesure le sujet d'assurance, c'est une affaire d'équilibre entre des contributeurs et du risque, c'est-à-dire on mutualise du risque et on mutualise de la cotisation. Si le risque devient trop lourd à couvrir, on a déjà le cas de sujets de potentiel désassurance ou d'augmentation de cotisation. Donc tout ça encore pèse sur le particulier. Donc là encore, il y a sans doute beaucoup de prévention et de choix dans le financement de tel ou tel projet. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on peut ouvrir les questions à la salle. Oui. Si vous en, je pense que je peux peut-être amorcer comme ça, j'amorce juste quelque chose sur les modèles. La question du financement de la ville, j'ai dit subvention, mais c'est la question également du très long terme. Je ferai un parallèle avec le BRS. Un moyen de baisser le coût, c'est de dire je porte sur des durées extrêmement longues, du foncier. Sur la reconstitution de la ville, on est sur les mêmes sujets. Ça coûte cher. La question, c'est le portage à très long terme. Donc, qui peut faire le portage à très long terme? Il y a des sujets de foncière nationale, y compris chez nous, qui se posent la question de savoir est-ce que on serait en capacité, seul acteur privé, de porter à très long terme ces sujets immobiliers. Pour l'instant, la réponse est plutôt... c'est compliqué, parce que porter à très long terme, c'est financer à très long terme, et c'est donc garantir à très long terme. Mais il y a cette notion qui est... L'immobilier a toujours été un temps long, mais là, pour le coup, ça devient un temps très long. Voilà. Ça devient un temps très long dans des modèles économiques très courts. C'est-à-dire que... j'identifie pas tout le monde autour de la table, mais quand on a un OLS, on ne se pose pas la question, un organisme foncier libre, un OFS, on se pose pas la question de la rentabilité de ce fonds, d'accord? On porte très long terme un foncier qui sera de toute façon tout le temps habité, et on est sur une perspective qui n'est pas, je reviens à la financiarisation de la ville, qui n'est pas un modèle économique où à un moment donné on ressort et on se dit on aura valorisé nos fonds propres avec un TRI, pour évoquer le sujet tout à l'heure. Donc forcément, c'est des acteurs qui sont particuliers qui peuvent faire ça. Institutionnels, c'est sûr,
et associé à du public, c'est certain, ou du parapublic.